mon idée aujourd'hui, c'était de vous présenter, suite à la sollicitation de Noël, la corrélation qu'il peut y avoir en fait entre l'Office Manager et le référent handicap, un référent handicap qui est rentré dans la loi en 2018, qui a été mis en application depuis janvier 2020 et dont personne ne sait rien. Oui. Pardon Benoît, j'ai une question. Oui, Joseph. Tu ne t'adresses qu'aux Office Managers? Alors, je vais me centrer sur les Office Managers, mais vous allez vous rendre compte, m'enlevez pas mon effet, que le référent handicap a une palette de possibles beaucoup plus large. D'accord. Et justement, c'est la difficulté aujourd'hui au niveau du rôle en lui-même. On va l'aborder. Non, on avait pris le nom Office Manager, Josette, parce que c'est à la mode. T'inquiète pas, c'est pour oui, non, mais il y en a ras-le-bol de la mode. Je sais, mais je pouvais. Josette, je peux pas mettre assistante, secrétaire, Office Manager. Bah oui. C'est bien, voilà. c'est notre problème à chaque fois, Josette. Je ne peux pas tout mettre, ça rentre pas dans le titre. Déjà, t'as vu la longueur du titre? Oui, c'est vrai qu'on a fait un beau titre. Pardon Benoît de t'avoir interrompu. Donc justement, je vais parler d'un truc que je connais le moins, c'est-à-dire votre rôle. Le rôle, justement, si ma souris, elle veut bien, voilà. Le rôle et les missions, justement, de l'Office Manager. Alors, pour ça, je n'ai pas été chercher bien loin. Je suis allé chercher les définitions qu'en donne le groupe Segos dans ses formations. Attention, donc, alors, parce que là, tu as une spécialiste du Segos. Ouais, cool. Bah justement, je reprends ce qu'ils disent. Donc, ça va être assez simple. Pourquoi je reprends ça? C'est qu'en fait, on va voir que la projection va se faire assez naturellement, justement, avec ce qui est attendu sur le rôle et les missions des référents handicap. Donc, les 4 grands champs d'investigation par rapport aux missions de l'Office Manager selon la Segos, ce sont la gestion de l'assistanat de la direction générale, transmission des informations, la communication interne et externe, en gérant le flux d'informations, et c'est important. Et la gestion de la trésorerie. Donc, on va avoir plusieurs compétences qui vont être liées à tout ça. Alors, dans ces cas-là, je me permets de t'interrompre et de te dire que dans ces cas-là, Segos aurait très légèrement oublié la partie RH. Exact, mais justement, je n'y arrive pas. Pour l'instant, je me base sur ce que dit la Segos. Alors, attends, j'interviens. Pardon, Benoît. Oui. Ça va être l'horreur parce que je n'ai pas arrêté de t'interrompre. Il faut savoir que ce que tu as sous les yeux, ce que tu viens de nous passer, ça a été créé par Christine Arrache il y a 15 ans. Eh bien, dis donc, effectivement, ça a évolué. Et depuis, malheureusement, le départ de Christine, la Segos ne s'est pas réintéressée au métier d'Office Manager. Donc, ne te focalise pas là-dessus et je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Noël. Les filles, je sais pas, il y a que des filles là dans la. Oui, oui, à part Benoît. Les filles, si je sais pas mal, vous m'interrompez. Hein. Non, mais après, c'est hyper intéressant de toute façon. Je compte sur toi pour me dire stop, Josette, on t'a trop entendu. Bon, très bien. Bon, tout est à cause. Merci pour la précision parce que elle est importante. J'ai pris la Segos parce que ça reste une référence dans le domaine de la formation de manière générale. C'était. Bon, enfin, ça dépend un peu. Et il y a quand même des éléments qui m'intéressent par rapport à ces 2 champs. Donc là, les champs en fait que j'ai ressortis par rapport aux qualités personnelles qu'on nomme aujourd'hui avec encore l'anglicisme de soft skills. Donc la curiosité, la soif d'apprendre, l'adaptation, la souplesse d'esprit, la rigueur d'organisation, la polyvalence et l'autonomie, et le sens des priorités. Donc, ça, c'est pour la première partie. Ensuite, il y a les compétences plus techniques, telles qu'elles sont définies, la maîtrise des logiciels bureautiques, l'excellent niveau de français, merci Voltaire, une langue étrangère, voire plus, et enfin des compétences transverses au fur et à mesure de l'expérience, justement, dans le métier. Et ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, pour moi, l'Office Manager, donc c'est pour répondre à ta question effectivement tout à l'heure, Noël, c'est qu'effectivement, l'Office Manager, pour moi, on va le retrouver soit dans un des 8 services, des 8 secteurs régaliens de l'entreprise, de manière spécifique, plus généralement en début de carrière. Donc ces 8 secteurs régaliens, ils sont regroupés sur les ressources humaines, le commercial, la direction financière, la production, le support, la logistique, le marketing, l'informatique et la recherche et les développements. Et ce rôle, petit à petit, dans ce que j'en comprends en tout cas, dites-moi si je me trompe, c'est qu'il va commencer soit par un service, faut que je dise que j'ai conclu, voilà, soit par un service et après se déployer à force d'expérience de manière de plus en plus transversale, c'est-à-dire en montant effectivement dans une interconnexion au travers des services. Et ça, moi, j'aurais tendance à te dire plutôt que dans les petites entreprises, justement, le rôle de l'Office Manager, c'est d'être tous ces services. Oui. En lien. C'est pas en lien. En fait, un office manager, moi actuellement, c'est ce que je fais. Je fais des ressources humaines, du commercial, de la compta, du support logistique, du marketing, un peu de support informatique. Et bon, heureusement, je fais pas de R&D parce que sinon je pèterais un câble. Mais voilà. Tu as de l'expérience. Alors effectivement, après, là, ce dont je parle, c'est
effectivement, l'office manager a une pluralité de C'est le métier le plus polyvalent que je connaisse. Enfin, Josette, je parle sous ton couvert, mais je confirme. Pour moi, c'est vraiment et c'est ce qui m'éclate dans ce métier. Sinon, je serais assistante de la direction financière ou assistante commerciale. Et c'est ce qui m'intéresse parce que c'est ce métier et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de te faire intervenir dans ce cadre-là, puisque c'est ce métier qui nous permet aussi de proposer des nouvelles compétences, dont le titre de référent handicap, dont le titre de chef happiness officer, même si c'est ou d'autres. Exact. Et justement, merde, j'appuie sur le mauvais bouton. Attends, j'essaie de vous récupérer. Voilà. Bonsoir tout le monde. Salut Martine. Bonjour. Bonsoir Benoît et merci. Mais avec plaisir, Martine. Donc justement, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on parlait tout à l'heure de la pluralité des missions au niveau de l'Office Manager. Et bien justement, le référent handicap, il est peu connu ce rôle. Il est juste rentré en vigueur en janvier 2020. Aujourd'hui, il a été surtout concentré sur les CFA ou les entreprises de plus de 250 salariés qui ont obligation d'en nommer un. Il y a des missions définies, on le verra tout à l'heure. Il y a 12 missions dans le rôle du référent handicap qui doivent répondre à une partie légale. Voici Bénédicte qui nous... Non, c'est bon, je vais m'en occuper, ça, Benoît. Gère ta formation. Okay. Je m'occupe des entrées et des sorties. D'accord, génial. Et donc, du coup, le référent handicap, on considère souvent qu'il a, dans ses rôles et ses missions, c'est une petite mission supplémentaire en complément. Ce que j'ai pu vivre depuis 20 ans que j'accompagne sur le sujet, c'est qu'effectivement, les entreprises considèrent souvent que c'est une mission complémentaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on dénigre le métier, mais c'est surtout qu'on ne le connaît pas ou pas assez. Or, pour moi, le référent handicap, vous vous souvenez de ce que je viens de vous montrer par rapport à l'Office Manager, eh bien, on va retrouver au niveau du référent handicap une interaction, une interactivité avec l'ensemble des services. Alors, pourquoi je le positionne de la même manière? Tout simplement parce qu'une politique handicap, que l'on soit auto-entrepreneur ou qu'on soit un grand compte, s'il n'y a pas de sens apporté à l'action, ça n'a strictement aucun sujet, hormis de répondre effectivement à l'obligation légale et donc dans la crainte de devoir payer des contributions. Et donc, cette nécessité de lien, elle va se faire sur différents sujets. Et c'est là où je parle d'impact au travers du rôle du référent handicap et que je mets strictement en parallèle, effectivement, avec les office managers. Alors, j'avais fait un petit sondage au mois d'avril sur LinkedIn où je posais la question tout simplement de savoir, en fait, recruter une personne handicapée, donc on était vraiment orienté sur le recrutement, c'est quoi pour vous? En fait, il y a 4 freins qui sont ressortis. Quelles sont les aides disponibles? Comment en parler à l'équipe? Des lourdeurs administratives, et on ne va pas se cacher, il y en a, et comment j'adapte le poste. Et en fait, ce qui est ressorti majoritairement, c'est effectivement cette dernière information. C'est-à-dire qu'il y a une représentation autour du handicap qui fait croire qu'à partir du moment où il y a une déficience, où la personne ne soit pas valide ou normale... Arrête avec ces termes. Ah oui, je sais, j'adore. Je sens qu'on va s'amuser la semaine prochaine dans oh, oui. Mais toi donc. C'est qu'au début, c'est que l'ordre. Donc, au niveau... Je sens qu'il va y avoir de l'ambiance. On s'adore avec Benoît. Il sait que j'adore ces termes d'invalide, normal, handicap. Ah oui, j'adore jouer avec en plus. Hein. Ah, mais il joue avec les mots. Ah oui, il fait oui. Et puis si je peux être provocateur, c'est encore mieux. Donc, on l'a vu, hein. Je vais rentrer dans cette notion justement. D'accord, Benoît. Comment? Je n'entends pas. Elle a dit d'accord, vas-y, continue. Bon, alors, c'est parti. Alors, non, mais c'est sûr que ça peut faire peur. Dont je vais vous parler, c'est justement, c'est quoi le handicap? Alors, le handicap, en fait, il y a quelques chiffres, quelques-uns qu'on connaît. Donc là, je vais vous en livrer quelques-uns qui sont issus justement de l'INSEE en 2019. Donc, 18 millions de personnes handicapées recensées en France. Oh, ça fait plus que d'assistantes, dis donc. Tu te rends compte, Joseph? Il y a 4 millions d'assistantes, mais il y a 18 millions de personnes handicapées. Il va falloir recruter plus large. Hein. Donc, et 14,56% de la population active est en situation de handicap temporaire ou évolutive. Alors, j'insiste sur le temporaire parce qu'on oublie souvent qu'il y a effectivement des ruptures dans les contrats de travail par les arrêts maladie de longue durée ou ce genre de choses. Et effectivement, les recensements qui sont donnés, donc la loi, pour rappel, demande aux entreprises de recruter
à minima maintenant, ça c'est la nouveauté avec la loi de 2018, donc c'est à minima 6% de personnes en situation de handicap. Et ça, c'est quelle que soit la taille de l'entreprise ou c'est toujours les entreprises de plus de 20 salariés? Alors, l'obligation tient pour les entreprises de plus de 20 salariés. Mais on peut recruter bien avant d'atteindre ce niveau de 20 salariés. Mais l'obligation tient à partir de 20. 20 équivalents temps plein. Bien sûr. Bah oui, sinon, c'est pas drôle. Est-ce que vous savez, justement, dans ce champ, justement, du nombre de personnes en situation de handicap, d'ailleurs, je viens de voir que j'ai fait une grosse boulette. Ce n'est pas 18 millions, 18%. C'est 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Autant pour moi. J'ai été trop vite dans mes chiffres. Est-ce que vous savez comment, en fait, se définit le handicap en France en termes de représentation? Qu'est-ce que tu entends par ta question? Combien sont des handicaps invisibles, etc. ou... Non. Combien de familles de handicap, en fait, sont déterminées par l'AGEFIP? 6. 6, exactement. Ces 6 familles vont, et là le chiffre, j'en suis sûr parce que j'ai fait un post il y a très peu, vont se répartir sur un recensement et là c'est du recensement administratif, de 31,8 millions de personnes. Donc on a 6 groupes de familles du handicap. Je vous ai parlé des 12 millions, pas des 18, des 12 millions de personnes qui sont reconnues en France comme étant en situation de handicap. Donc ça veut dire qu'ils ont une reconnaissance MDPH, c'est ça que tu veux dire? Alors, ça peut être on peut avoir plusieurs éléments de justification de la déficience. Il y a plusieurs documents. La RQTH est le plus connu, mais il peut y avoir il peut y avoir des éléments d'accident de travail, et ainsi de suite, qui peuvent venir en fait tout autant justifier la situation. Il y a des déclarations aussi auprès de la sécurité sociale qui font tout autant effet. Aujourd'hui, en France, il y a 31,8 millions de personnes atteintes d'au moins l'une de ces déficiences. On est quasiment sur la moitié de la population là. Alors, justement, entre, non pas ces 18, mais ces 12 et 31,8, à votre avis, c'est quoi le blême? C'est qu'il y en a qui sont comptés plusieurs fois. Ah, j'aime l'idée. Pourquoi? Parce soit elles en ont plusieurs, soit elles sont comptées par plusieurs organismes. Exact. Alors, ce n'est pas qu'ils sont comptés par plusieurs organismes, c'est que dans la majeure partie des cas, dans une très très grande majorité des cas, il y a une déficience principale, mais il peut y en avoir aussi plusieurs. Style sourd-muet. Alors, on n'est pas forcément muet parce qu'on est sourd. Ça aussi, c'est un endymite. Oui, non. On parlerait à Virginie. On va beaucoup se marrer. Donc, effectivement, il y a un écart qui est assez prodigieux et important et qui, vu comme ça, va encore poser des difficultés. Cette catégorisation, elle n'est non exhaustive. C'est-à-dire qu'en fait, on a 6 familles de handicap. Dans chacune de ces familles, on va avoir toute une déclinaison de déficience qui chacune va avoir ses particularités. C'est ce qu'on va appeler la catégorisation. Ce qu'il faut comprendre aussi au travers de tout ça, c'est que chaque déficience va être vécue avec une intensité diverse et ce qu'on va prendre comme étant le niveau d'impact en fait, de la déficience en tant que telle. Entre quelqu'un qui est aveugle et moi qui porte des lunettes, il y a des écarts. Ce qui se comprend assez bien. Mais au-delà du niveau d'impact, donc ça, on est sur une déficience particulière. Donc on a vu, il y a 6 familles, il y a une déficience particulière, on a un niveau d'impact, mais on a aussi un niveau de ressenti. Comment je me ressens par rapport à ce que je vis? Et là, on rentre dans le champ émotionnel. On n'est plus simplement dans la partie dite invalidante dans le dictionnaire, mais on rentre dans le champ du soi. Et donc, l'intérêt d'utiliser l'Office Manager comme référent handicap. Exact. C'est tant est qu'on ait travaillé sur certains sujets. Au travers de ces 2 champs que l'on a, on voit bien qu'on va avoir des représentations diverses, mais il va y avoir aussi à chaque personne soit une seule déficience, soit, comme on l'a vu tout à l'heure, dans cet écart entre les 12 millions et les 31,8 millions, plusieurs déficiences cumulatives. Donc, ça démultiplie les possibles. Donc, vu comme ça, faire un catalogue exhaustif d'une adaptation de poste, c'est absolument illusoire. Et c'est quelque chose qu'on m'a demandé nombre de fois en 20 ans. Parce qu'on a besoin, dans notre cerveau, de catégoriser les choses, détecter, de pouvoir ranger, de pouvoir se dire, bah, si à ça, je fais ça, de processer. Or, là, en l'occurrence, il va falloir vraiment penser à faire autre chose. Et cette autre chose, c'est justement de se positionner en expert. On va rentrer dans un dialogue d'experts entre le métier dans lequel on est effectivement posé, donc vous, Office Manager, ou quel que soit le métier qu'on est en phase de recrutement, ou même en management ou en direction. Il est important de pouvoir savoir qui on est, ce dont on a besoin et quelles sont nos limites. Et savoir tout autant les exprimer. Donc, se positionner en tant qu'expert métier, c'est savoir exprimer à l'autre qui peut être ou un salarié ou quelqu'un en phase de recrutement, ce dont on a besoin réellement.
Et on va faire je vous donnerai un petit exemple par rapport notamment à la partie recrutement vers la fin de cette présentation. Donc, vous, en activité, vous êtes expert métier. Pour la personne qui est en situation de handicap, plutôt que d'essayer d'imaginer à sa place les adaptations à réaliser, il s'agit de comprendre en fait qu'elle ou il est un expert de sa vie. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de positionner, de projeter vos solutions toutes faites issues d'une très bonne formation ou d'un très bon document qui vous aura renseigné, il est, à mon avis, et j'en suis intimement convaincu pour l'avoir vu plusieurs fois et pratiqué plusieurs fois, savoir poser le cadre, savoir expliquer ce dont on a besoin et savoir faire confiance à la personne pour vous répondre, la mettre en confiance pour vous répondre. Parce qu'elle est effectivement experte de sa vie. C'est-à-dire que ces contraintes au quotidien, elles ne seront pas forcément les mêmes dans le monde du travail ou en formation, mais ces contraintes, elle les connaît mieux que quiconque. Et ces contraintes, elle a déjà fait un travail dessus pour savoir comment les dépasser ou comment les combler. Et donc, c'est là où mon dada particulier, que j'ai découvert justement grâce aux accompagnements que j'ai pu réaliser avec les personnes que j'ai accompagnées, qui étaient en situation de handicap, en retour à l'emploi, c'est l'écoute et le dialogue qui va pousser à la ou les solutions. Et souvenez-vous, quand j'ai repris justement les éléments de la Segos tout à l'heure, l'une des qualités, les soft skills particulières que j'ai voulu relever, c'est la curiosité, c'est l'écoute qui est effectivement positionnée et l'adaptabilité. Et là, ça commence à faire du lien plus particulier. Alors, je vous ai parlé justement, vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai montré ou je continue? Je vais prendre ça pour un oui. Et ce que je vais vous présenter, c'est un exemple de cas où vous vous souvenez qu'au niveau du référent handicap, je l'ai positionné vraiment au centre de l'ensemble des services d'une entreprise. On va prendre le cas d'un recrutement. Comment se valoriser justement ce recrutement dans sa structure, quelle que soit sa taille d'ailleurs pour le coup, grâce au référent handicap, grâce à l'office manager. Eh bien, dans un recrutement, pour faire la différence aujourd'hui, qui est de plus en plus forte et attendue, il va déjà y avoir un premier périmètre à travailler, c'est l'identification des besoins. Je vous en ai parlé il y a peu, dans la définition de la présentation du handicap. Voilà, l'identification des besoins, c'est connaître le contexte. Donc, plutôt que d'avoir une fiche de poste qui se balade depuis 15 ans dans un tiroir et qu'on ressort à chaque fois qu'on a besoin de recruter quand la personne est partie, c'est de réinvestir régulièrement avec les personnes en place, certes, les missions attendues sur le poste, mais dans l'environnement actuel. Qu'est-ce qui nous manque? De quoi on a besoin? Et donc, c'est la première phase d'écoute et de dialogue. Avant d'aller vers les personnes, c'est déjà de savoir où on est soi. Et ça, c'est un travail que j'ai pu mener régulièrement avec toutes les phases de recrutement que j'ai pu accompagner. C'est d'abord de revenir sur l'essence même du sujet. Quand j'accompagnais Capgemini sur l'ensemble du territoire, qu'on recrute à Lille, Bordeaux, Montpellier, Toulouse ou Paris, c'était certes des fiches de poste similaires, mais on s'attachait à chaque fois à aller auprès des équipes pour comprendre leur environnement propre. Donc, une fois qu'on a fait ce travail auprès des services, on commence à avoir une fiche de poste qui est plus réelle, mais il y a déjà eu cette première phase d'écoute et de dialogue, c'est la première étape. Le deuxième, on va préparer les entretiens sur la base des besoins. On sait maintenant de quoi on a besoin, on va pouvoir identifier les corrélations en fonction aussi des personnes qui vont venir. Et quand vous allez être effectivement en phase de recrutement, et ça peut être l'appui du référent handicap dans les phases de recrutement, c'est de pouvoir aussi écouter, accompagner et détecter, parce que ce n'est pas souvent visible, parce qu'on ne met pas forcément RQTH sur son CV, pour différentes raisons, mais on peut aussi arriver à détecter, justement, plus on sera précis dans sa présentation, plus on sera à même aussi de faire relever certains éléments à la personne qu'on reçoit. Et là, le fait d'avoir un vernis de solutions disponibles permettra d'investir un dialogue beaucoup plus concret et porteur de solutions. Donc là, on prépare effectivement tous ces éléments-là. On va s'appuyer aussi sur le marketing. Pourquoi? Parce qu'en fait, une démarche de recrutement, c'est une démarche de vente, ni plus ni moins. Et l'image doit se travailler. Elle doit se travailler non pas simplement sur du clinquant, mais elle doit se travailler sur des causes réelles, authentiques. Et savoir valoriser un message, c'est le propre, justement, du marketing. Ensuite, au niveau des attentes candidats, on va avoir à chaque cas une solution différente d'adaptation. Mais là, heureusement, on va pouvoir s'appuyer tant sur l'informatique, dans les outils d'aide et d'évolution par rapport à une adaptation de poste, par exemple, mais aussi le DAF, tout ce qui est direction administrative et financière, dans les aides disponibles, notamment au niveau de ce que propose la GFIP, de ce que propose la région, de ce que propose le Cap Emploi, qui va piloter justement généralement, maintenant Pôle Emploi, l'un ou l'autre. Mais dans chaque cas, il y a toujours moyen de pouvoir trouver des solutions financières au recrutement, ça c'est celles qui sont les plus connues, d'adaptation de poste, de l'accompagnement sur l'onboarding,
qui est à 82% négligé par les entreprises, c'est-à-dire accompagner la personne dans sa prise de poste. Ce n'est pas juste lui mettre des petits gâteaux et puis un cadeau quand elle arrive sur son bureau. C'est vraiment l'accompagner dans la prise de poste, la présenter en interne, pouvoir lui présenter aussi au-delà maintenant qu'elle a été choisie, de lui expliquer dans le menu ce qu'on attend d'elle dans le quotidien, à qui elle réfère, avec qui elle peut s'appuyer, de positionner un tuteur pour pouvoir accompagner tout ça. Encore une fois, le tuteur peut être financé par la GFIP quand il s'agit d'une personne en situation de handicap. Donc, il y a des disponibilités, des aides, où là, je n'investis pas tout le sujet, mais sur le recrutement, ça me permet déjà de toucher plusieurs éléments sur les 8 secteurs régaliens d'entreprise. On voit déjà au moins 3 ou 4 secteurs qui sont effectivement investis. Des questions par rapport à ça? Je suis d'une clarté limpide. Bien sûr, comme toujours. Comme toujours. Donc, comment faire la différence? Pour moi, ce sont les 2 piliers que tu vas entendre, Noël, pendant tout un mois complet. L'écoute et le dialogue. Alors, l'écoute et le dialogue, c'est possible à partir du moment où on dépasse certains éléments. L'écoute va se baser d'abord parce qu'on a un certain niveau de connaissance. On a un certain acquis, mais aussi une connaissance de soi. Donc, on va vraiment être sur du technique et sur du soft skills. Et les clés pour le référent handicap, dans ce qu'il doit effectivement, pour moi, poser dans sa fonction, c'est l'écoute, 2, l'analyse, mais aussi la formation. Parce que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que le référent handicap va avoir réponse à tout, dans le meilleur des cas. Ce n'est pas un expert. Le référent handicap, c'est justement quelqu'un qui va savoir comprendre, écouter donc, et déléguer en fonction des uns et des autres. Mais il va aussi être à même de former les personnes qui l'entourent à la pratique. Il va être à même de pouvoir donner une image différente parce qu'il a la maîtrise de certains éléments et certains sujets. Et pour ça, dans la formation que je déploie, il y a 2 éléments qui viennent les 2 piliers, effectivement la technique autour du handicap. Il va y avoir aussi surtout une découverte du champ émotionnel. Le champ émotionnel, pour 2 raisons. Déjà, par rapport à soi, apprendre à se connaître soi, c'est être à même de pouvoir comprendre ses propres besoins, ses propres limites et de savoir les exprimer, et surtout sans peur. Dès lors, on peut accueillir des notions qui, par essence, font peur, et ça fait partie des éléments que j'évoque. Pourquoi le handicap fait peur? On l'a vu au niveau des chiffres, mais c'est juste une toute petite partie. À votre avis, justement, pourquoi le handicap fait peur? Mais parce que les gens ne mettent pas les bonnes choses derrière les mots. Le mot handicap. Le mot handicap. On en a déjà parlé. Tu connais ma position sur le sujet. Chut. On va laisser parler Mais ouvrez vos micros, les filles, et donnez vos idées. Moi, je pense que je suis Sandrine de la Fédération française d'AFMAS 33 aussi. Moi, je pense que peut-être que le handicap est plus perçu comme un frein que plus que pour une force dans une entreprise. Exact. Mais alors, qu'est-ce qui fait peur? Le manque de productivité. Enfin, on le ressent déjà quand on n'a pas de handicap dans le challenge qu'on doit toujours dépasser, etc. Il y a aux objectifs qui sont donnés par les directions. Donc, j'imagine aussi que, pour moi, le handicap n'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose de différent, mais on a quand même du mal avec la différence. On a déjà du mal avec des tempéraments différents. Alors, avec une personne qui n'a pas, aux yeux du manager, soit la vue ou autre, je pense que ça leur paraît peut-être plus difficile. Donc, les outils n'ont pas, je pense que les outils ne sont pas là. Alors, je vous rejoins effectivement. Vous avez donné effectivement les 2 notions principales qui font que aujourd'hui le handicap est perçu de cette manière-là. Après, je vous donnerai des exemples qui vont confirmer exactement l'inverse, que des personnes déficientes peuvent être bien meilleures que des personnes qui n'ont pas cette déficience. Mais la base... Moi, c'est pas comme ça que je le perçois, hein. C'est vraiment pas personnel. C'est dans mon environnement professionnel que je peux ressentir ce genre de choses. Alors, il y a une raison pour ça. Okay. Enfin, plusieurs, mais c'est hyper simple. Quand tu penses au mot handicap, la première chose, si tu tapes handicap sur Google et que tu tapes image, la première chose que tu vois à l'esprit, c'est quelqu'un en fauteuil roulant. Je veux dire, l'image, c'est que c'est quelqu'un de diminué que tu vois. C'est pas tu vois pas quelqu'un de fort. C'est quelqu'un de diminué que tu vois. Donc, le mot handicap, il signifie dans l'esprit des gens, ça stigmatise quelqu'un de diminué. Oui, complètement. Alors que pour moi, le handicap, c'est quelqu'un obligatoirement de résilient, puisque c'est quelqu'un qui va avoir fait preuve de force pour pouvoir surmonter ce handicap et continuer à vivre avec ce handicap.
Et c'est justement, je pense que il faut travailler, bon, tu connais ma position, il faut travailler l'esprit des entreprises pour leur faire comprendre que justement, quelqu'un qui vit avec son handicap, c'est quelqu'un qui peut travailler avec cette force et qui a développé cette force de caractère et autres, et plus, pour justement, qui peut mettre cette force de caractère au service et cette résilience au service de l'entreprise. Alors justement, et tu demandes bien entendu, mais ça ne m'étonne pas dans mon sens. Mais bien sûr, je suis aussi Virginie de Lalande, monsieur, moi. Non, mais je pense, oui, comme tu disais, c'est une image très négative que l'on a effectivement. Mais dès qu'il y a une différence, on regarde les personnes aussi qui sont en surpoids, on aura un regard négatif. Dès qu'il y a une différence, c'est curieux, il ne rentre pas dans la norme, il ne rentre pas dans l'image que la société veut développer. Et voilà. Alors, attends, très dur. Un je vais exemple. vous expliquer quelle est ma vision par rapport à ça. Le handicap, en fait, est né dans la loi en 1957. Oui, alors, juste pour rebondir sur ça, parce qu'on en a parlé lors du début de ma formation, et j'ai pensé à toi. Parce que ce week-end, j'étais à Paris et j'ai pris le métro, un vieux métro. Et je me suis installée sur une place handicapée. Et à côté de moi, j'ai lu le truc et il y avait écrit « Invalide du travail ». Et j'ai cru que j'allais mourir. Et j'ai dit à mon mari, mais regarde, il y a écrit que c'est des places réservées aux invalides du travail. Et il m'a dit, et alors? Et je lui ai dit, mais regarde-moi, est-ce que je suis invalide du travail? Et il me dit, mais en quoi ça t'affecte? Mais je lui dis, mais je ne suis pas invalide du travail. Et il me dit, mais pourquoi tu le prends mal? Et je lui dis, mais bon sang, quand même, derrière ce mot invalide du travail, ça te choque pas? Il me dit, non. Mais enfin, vous trouvez pas ça choquant d'écrire ce mot place réservée aux invalides du travail? C'est encore des étiquettes qu'il y a sur le métro, dans le métro. Et on est en 2022, et ben les places sont encore réservées aux invalides de guerre et aux invalides du travail. Tu vois? Alors comment on catégorise ceux, je veux dire, qui sont feignants, laxistes et qui n'ont pas envie d'aller travailler? Est-ce que c'est pas des invalides du travail? Josette, aide-moi, au secours. Josette, aide-moi. Alors, tu vas être très déçu, ma Noël, mais je suis entièrement d'accord avec ton tendre et cher époux. Ah, moi, ça ne me choque pas. Moi, ça ne me choque pas. Et ça ne me choque pas, pourquoi? Parce que je fais partie des gens handicapés. Moi aussi. Le mot vient d'être lâché. Je suis en considérable surpoids et je n'ai jamais considéré que j'étais handicapée. Tu sais, le handicap, c'est quelque chose… Bravo, Josette. Voilà. Le handicap, c'est quelque chose qui fait peur, parce que d'abord, c'est l'inconnu. C'est quelque chose… Oui. Elle a dit bravo, Josette. Ah, super, merci. Je ne sais pas qui a dit bravo. Martine. Le handicap, c'est quelque chose qui fait peur parce que c'est l'inconnu, voilà, total. Si tu prononces ce mot, qui, à mon avis, d'ailleurs, est un mauvais mot parce que ça vient de l'anglais, hein, et Benoît peut nous rappeler toute l'historique du mot. Et ça a été, enfin, à mon sens, c'est très, très, très mauvais dans la traduction. Bon, voilà. Donc, le mot déjà fait peur. Handicap, ça fout la trouille. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les entreprises ont déjà énormément de difficultés à recruter parce que le recrutement, c'est un coup de poker, qu'on soit un ingénieur, un boulanger, un avocat ou une office manager, c'est un véritable coup de poker. En plus, dans la tête des gens, c'est « Mon Dieu, je me rajoute encore une autre contrainte, il faut que je recrute une personne handicapée. Oh, mon Dieu, je suis déjà emmerdée comme c'est pas Dieu possible de trouver la bonne personne au bon poste et je vais me rajouter des contraintes. » Donc, tu vois, tout ça, c'est mélangé, ça fait un magma dans la tête des gens et c'est vrai qu'au bout du compte, les gens ne s'en sortent plus. Moi, je pars d'un principe très simple, c'est que nous sommes tous des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses, nos atouts et puis tout le reste, et le reste, il est énorme. Je vais dire quelque chose qui va choquer certainement beaucoup de personnes, mais je le dis quand même, tant pis. En ce moment, je suis en train de m'occuper d'un jeune qui s'appelle Abdel. D'accord? Ça peut être un handicap. Et ben voilà, tu as tout compris. Tout à fait. Et je lui dis, et il est formidable, ce gamin est absolument extraordinaire, vraiment, c'est une merveille à tout point de vue. Et je lui dis, Abdel, il faut que tu prennes bien conscience que ton prénom et ton nom de famille seront des handicaps. Voilà. Tes compétences sont extraordinaires, donc il va falloir que tu te démarques et que tu montres autre chose de ta personnalité et qu'on oublie complètement que tu t'appelles Abdel, tu t'appellerais Julien ou Alexandre, ça serait pareil. Voilà. Et il ne comprenait pas ça, c'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à entendre. Et j'ai insisté, et c'est pour ça que
cet atelier de ce soir m'enchante, parce que pour moi, le handicap, c'est quelque chose d'hyper vaste. On peut être handicapé parce qu'on est noir, on peut être handicapé parce qu'on s'appelle Abdel, on peut être handicapé parce qu'on a 20 kilos ou 30 ou 40 kilos trop. Enfin bref, on a plein de handicaps et puis on peut, et je ne sais pas qui a dit ça, mais je suis entièrement d'accord, tous les feignants, tous les laxistes et tous les je m'en foutismes sont aussi des personnes handicapées. Pas reconnu par la MDPH, par contre. Voilà, le problème, c'est qu'on va faire des démarches. Voilà. Donc, je crois que notre rôle à nous, alors là, je me repositionne en tant que fédération, notre rôle à nous, c'est justement d'ouvrir les esprits sur tout ça. Voilà. Et que d'un seul coup, on essaye de faire tomber des barrières. Il y a des freins énormes. Il va falloir s'attaquer à tous ces freins et à toutes ces barrières. C'est un travail titanesque, c'est colossal, mais Noël, je te sens capable de faire ce genre de choses. Donc, ça, c'est le rôle de la Fédé. Et la Fédé sur la Gironde, bien sûr, aussi, ça va de soi. Lutter contre la connerie au quotidien, ça prend beaucoup de temps. Hein. Alors, justement, j'allais en parler. Voilà. C'est un handicap aussi. Ah, absolument. Mais pas reconnu. Il y a dans les sites. Non plus. Que je vous ai donné, non, ça n'en fait pas partie. Le handicap, pour revenir à ce que je vous évoquais, et je vais faire le lien justement entre ce que vous avez évoqué, Noël et Josette, il y a deux représentations majeures de la société qui sont venues se poser sur ce mot qui est arrivé en 1957. Tu parlais d'invalide justement dans ton métro. C'est à l'issue de la Première Guerre mondiale justement qu'on s'est retrouvé à découvrir qu'il y avait des personnes revenues du combat, mais plus tout à fait entiers. Et c'est ce mot qui a effectivement ressurgi à l'époque et qui est devenu une référence et qui a amené en 1924 à se rendre compte que non seulement on avait des blessés de guerre, mais donc on a fait en sorte de les ramener à une réinsertion dans le monde du travail. Mais je vous rappelle quand même à l'époque, il n'y a toujours pas de sécu. La sécu n'est arrivée qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et s'il y a une obligation d'emploi des invalides de guerre en 1919 qui est votée, donc au sortir de la guerre, c'est en 1924 que on va se rendre compte que le travail aussi ça blesse. Le travail rend aussi invalide. Donc, il y a une loi en 1924 qui va élargir cette notion d'intégration et de réinsertion des personnes handicapées ça ne s'appelait pas comme ça s'appelait des invalides. Invalides faire la place des invalides à Paris, c'est plus sympa. C'est ça. Donc, ça, c'est la première notion. C'est la première notion qu'il faut quand même se rappeler par rapport à ce que veut dire handicap, puisqu'en fait, il est venu synthétiser plusieurs notions. Il y en a une deuxième. La deuxième, c'est qu'on est en pleine révolution industrielle, et la révolution industrielle, basée sur le taylorisme, a posé un concept de pouvoir faire le maximum de choses en un minimum de temps, et donc d'être dans un cadre normé de réussite. Et c'est ce mot-là, pire encore que l'invalide, qui est venu pousser la représentation actuelle du handicap. Parce qu'avec le taylorisme, avec la révolution industrielle, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on avait des personnes capables et d'autres. On s'est retrouvé avec des personnes qui pouvaient être dans cette fameuse norme de cadence et les autres. Et ces autres, on les a appelés les incapables. Donc, le handicap, qui est venu en 1957, sous l'impulsion d'ailleurs du général de Gaulle, a voulu en fait rassembler sous une idée un peu plus joyeuse, puisque le handicap vient effectivement de handicap, un jeu anglais qui rééquilibrait les chances, mais il est quand même empreint de ces deux représentations puissantes. Et encore aujourd'hui, on a, puisque ça vient de ces périodes-là, des emplois, dans l'idée, des emplois réservés aux personnes handicapées, moins capables. Tu parles des ESAT quand tu parles de ça? Non, je parle même dans le monde du travail. Et encore, je crois que c'est 9% d'entreprises encore en France qui sont dans l'obligation d'emploi et qui n'ont strictement rien fait. Ah oui. Or, la loi de 2005 est venue changer, et c'est pour moi la plus grosse révolution qu'on ait vécue en termes de représentation. Même si elle n'est pas encore pratiquée dans les faits. Mais on a tout l'outil législatif aujourd'hui pour pouvoir changer les regards. Et changer ces regards, ce n'est pas être dans l'apitoiement ou le misérabilisme. La loi de 2005 a posé deux concepts. Il y en a un qu'on connaît souvent, c'est ouais, il y a effectivement les 6% d'emploi, et puis si jamais tu n'y arrives pas, tu payes. Ça, c'est bien compris et connu. Et ça a d'ailleurs été l'impulsion majeure à la création des missions handicap des grands groupes. Mais la deuxième, et surtout pour moi la première, c'est que la loi de 2005, jusqu'avant cette loi, on parlait des déficiences, on parlait des pas possibles. Alors qu'en fait, la loi de 2005 est venue poser un autre concept. Elle est venue poser le concept que le handicap pouvait se compenser et que c'est à l'environnement de se changer pour compenser ce qui est. Et là, c'est un élément qui est quand même majeur au niveau de tout ce qui se passe depuis 2005, mais la technologie a tellement évolué qu'aujourd'hui, et on l'a encore vécu ces 2 dernières années avec la crise du Covid et l'émergence du télétravail forcé, il y a une palette de possibles qui se sont ouverts
qui n'est pas encore forcément conscient par rapport au champ du handicap, mais le handicap est une source d'innovation juste extraordinaire. Tout ce qui nous contraint va nous amener à être créatifs. Et le handicap en fait partie. Alors, je reviens justement pour faire le lien avec ce que tu évoquais, Josette. Oui. Excuse-moi, Benoît, je te coupe. Comment on considère alors les personnes qui souffrent d'illettrisme et d'électronisme, puisqu'à présent, on parle d'électronisme et d'illettrisme. Est-ce que ce sont des handicaps? Alors, pas au sens de la loi, pas au sens de ce que l'on décrit la GFIP. Ça fait partie des champs d'investigation. C'est pas pour rien aussi qu'il y a de plus en plus d'actions qui sont orientées sur la formation, cadrées par Calliope notamment, et ainsi de suite, et qui va prendre en compte sur les 32 indicateurs de Calliope l'accueil des personnes en situation de handicap et la considération effectivement de la différence. Ce dont tu parles, ça va être avec des origines diverses qui ne sont pas liées à une difficulté cognitive ou physique nécessairement. Donc, ça peut correspondre à un champ du handicap si la déficience est détectée, avérée, validée par les MDPH, entre autres. Mais, et donc, il y a des aides pour aller vers ça, mais il y a aussi des aides dans la formation à la langue, mais aussi à la formation à la transformation numérique. Là, j'ai suivi une formation justement depuis 2 mois et demi en digital learning, dont l'une des participantes est en objectif, elle va commencer en septembre, va suivre une formation de 7 mois, je crois, justement sur la formation des personnes éloignées des outils numériques pour les former à l'insertion par le numérique. Donc, il y a effectivement des actions qui sont posées, mais qui ne sont pas nécessairement dans le champ du handicap. Et alors, je veux rebondir justement sur ce que disait Josette, et je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ce que tu as ressenti, Noël, par rapport à ces mots, et c'est pas pour rien que justement il y a ce deuxième pilier dans ma formation, c'est que le ressenti, je vous en ai parlé tout à l'heure quand je parlais des déficiences, il y a le niveau d'impact, mais il y a aussi le niveau de ressenti, c'est le champ émotionnel. Et on n'a pas besoin d'être en situation de handicap pour savoir comprendre et gérer ses émotions. Mais pour autant, c'est quand même vachement plus pratique une fois qu'on arrive à comprendre comment se construisent et se gèrent ces émotions. Il n'est pas question de penser que les émotions, on puisse les évacuer, comme j'ai pu l'entendre dans ma jeunesse et dans toute ma vie professionnelle quasiment. Les émotions, c'est pas au boulot, vous avez dû en entendre parler quelque part. Il est démontré maintenant par les neurosciences, et depuis quelques années déjà, que les émotions, c'est juste quelque chose qu'on peut aider à faire évoluer et construire, parce que ce sont des stimuli, sauf que quand elles arrivent, c'est quand on a construit ces signaux d'alerte, ces stimuli, bah, quand ils arrivent, en revanche, c'est notre corps qui parle avant même notre tête. Avant que ça monte au cerveau, c'est déjà... On ne peut pas empêcher l'avènement d'une émotion. Les émotions, je vous le rappelle, c'est la peur, c'est la colère, c'est le dégoût, c'est la surprise. C'est la joie. Et la joie, bien entendu, on oublie au passage. Et la tristesse, super importante aussi. Chacune a sa fonction. Et ce ne sont que des éléments de signaux du corps pour nous inviter à réfléchir à une situation que nous-mêmes on a posée. Et l'intelligence émotionnelle a ceci de particulier de pouvoir justement revisiter ce qui est avec un autre regard. Et j'ai découvert justement cette particularité dans l'accompagnement, puisque j'étais pendant de 2002 jusqu'à 2008-2009 référent du réseau des réussites de l'ADAPT sur Toulouse. Et j'ai accompagné donc plusieurs personnes au retour à l'emploi dans des sociétés de handicap un peu lourds et ainsi de suite. Mais j'ai été à chaque fois, ça a été les premières personnes qui me l'ont fait découvrir, mais j'étais à chaque fois émerveillé des capacités de transformation dès lors que les personnes acceptaient leur situation. C'est ce qui est le plus dur. Hein. Comment ? C'est ce qui est le plus dur. Ah, bien sûr. Le plus dur et en même temps le plus facile. Le plus dur parce qu'effectivement, c'est une représentation qu'on a qui est forte, il y a beaucoup de projections, de peurs qui sont posées par rapport au moins que l'on a. Mais ces moins que l'on a, on a aussi des capacités quand même d'agir, d'adapter. J'avais fait des enregistrements en début d'année avec Maxime Cabane ou Virginie Delalande, par exemple, sur ce qu'ils ont découvert dans leur environnement et auxquels ils ont été confrontés. Si je prends par exemple Maxime Cabane, il a eu un accident à 18 ans, pouf, il est en fauteuil, il ne peut plus marcher. Ben, ça n'empêche pas aujourd'hui de parcourir le globe pour pouvoir remporter des trophées de surf. Donc il fait du surf et pourtant il ne sait plus marcher. Il vit de sa passion. De la même manière, Virginie, je vous invite à lire son livre d'ailleurs, Abandonnez jamais, quand elle a été effectivement dans un environnement surprotecteur, comme elle l'explique et elle l'écrit très bien, jusqu'à un moment où elle s'est dit mais moi c'est ça que je veux. Et ce qu'elle voulait, c'était devenir avocate et sourde. Maintenant, ça devrait être possible. Alors non seulement elle est rentrée dans une école de très haut niveau dans la préparation au concours d'avocat, mais elle est devenue avocate.
C'est la première avocate sourde de France. Et elle a développé son parcours au sein d'entreprises où elle a rencontré des difficultés, là encore, de communication, de pouvoir se faire reconnaître, de devoir se suradapter en continu, jusqu'à un moment où elle s'est dit, mais c'est pas ça que je veux. Et elle a choisi le métier de conférencière. Elle est sourde. Et bien, elle captive les salles. Et des exemples de personnes en situation de handicap qui ont dépassé leurs conditions, qui ont accepté qui ils étaient et qui ont donc donné une construction différente de la représentation qu'ils avaient d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que je parle d'intelligence émotionnelle dans les formations, c'est que d'abord apprendre à se connaître soi pour pouvoir vraiment s'ouvrir à l'autre. Se connaître soi, c'est quoi? C'est connaître ses propres besoins, ses propres limites. Et surtout, le troisième, c'est de pouvoir l'exprimer à l'autre, aux autres, et sans peur. Donc, j'ajouterais à tout ça quand même une forte capacité de résilience. Hein, nécessairement. Mais on l'a toutes et tous. Mais plus encore quand tu es justement dans cette situation de handicap. Bien sûr, parce que tu es confronté au dépassement de toi. Plus tu es contraint, je vais prendre un transfert, mais ce qu'on a vécu avec la période de Covid, on a été contraint. Et il y a eu une transformation qui s'est faite au niveau de la société en accéléré. Le télétravail qui était minimisé par rapport à l'activité des entreprises parce qu'on a besoin de contrôle, de gestion, d'avoir un œil dessus, de savoir ce qui rentre, ce qui sort, machin et compagnie, bah oui, mais là, il a bien fallu quand même, il n'y avait pas le choix, donc il fallait quand même y aller, dans certains métiers, pas sur tous. Mais ça a changé profondément la représentation même du travail. Et ce qui a engendré autre chose. Donc c'est une évolution déjà de la pensée qui a engendré autre chose. C'est la grande démission. Et qui a été actée déjà dans les chiffres en 2021. Puisqu'il y a près de 25% des CDI et 25% des CDD, tout autant, c'est encore plus marquant, qui ont été rompus. Parce qu'il y a une nouvelle recherche. Quand je parle d'inclure la diversité avec du sens, parce que c'est bien l'objectif de travailler l'intelligence émotionnelle et le handicap, l'objectif que j'ai au travers de chacune des formations que je dispense, c'est d'aller vers un plan d'action opérationnel. Un plan d'action qui a du sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler handicap pour parler handicap, parce qu'il y a beaucoup de formations sur le handicap, mais on reste sur la technique. Et alors, est-ce que ça va me concerner un jour? Pas sûr. Qu'est-ce que je vais mettre en mouvement? Qu'est-ce que je vais mettre en action? Qu'est-ce que je vais faire pour que demain, ça me parle? Et c'est toute l'idée que j'ai au travers de tout ça. Parce que parler handicap, et quand j'ai accompagné, par exemple, le Capgemini à la création et au développement de la politique handicap sur l'ensemble du groupe et sur l'ensemble du territoire, ma première proposition que j'ai faite au directeur de la mission handicap à l'époque, Philippe Braconnier, ça a été de lui dire, je vais sur le terrain. Il dit, bah vas-y, ta carte blanche, bon, ça ne s'est pas fait tout de suite non plus, mais j'ai d'abord été rencontrer les DRH des différentes business units, en fait, sur les différentes zones de France. Et ils étaient très étonnés, les DRH, quand ils me voyaient arriver, parce que, bien sûr, Philippe m'avait proposé pour aller les rencontrer, en leur disant, bah, voilà, lui étant estampillé création de la mission handicap, donc référent handicap du groupe. Donc, ils m'attendaient à venir les questionner sur leur niveau de connaissance sur le handicap. Mais pas du tout. Et c'est ça qui les a étonnés. Chacun. Je leur demandais, mais c'est quoi votre job au quotidien? J'en ai bien une idée, mais vous, au quotidien, comment ça fonctionne? Et c'est dans l'écoute et le dialogue que j'ai commencé à découvrir petit à petit, en fait, qu'il y avait des similitudes, certes, au niveau des différentes business units, en termes de déficience de connaissances, là pour le coup, sur le sujet, mais aussi des déficiences par rapport à des réponses commerciales au niveau des clients. Un exemple qui m'a amené à proposer l'alternance au sein du groupe, c'est que les entités avaient tout à peu près le même problème, c'est que leurs clients leur demandaient des migrations de systèmes, donc ils avaient toutes les compétences en interne chez Cap pour les systèmes nouveaux, mais les anciens systèmes sur lesquels étaient leurs clients, les AS400 et compagnie, il n'y avait plus de formation. Donc, les rares personnes qui étaient encore disponibles sur le marché pour pouvoir compléter le projet, elles coûtaient une blinde. Donc, c'était juste commercialement pas possible. Et donc, j'ai proposé, comme j'ai vu que ça se répétait un peu partout, qu'on forme non pas des bac plus 5 sur le sujet, mais qu'on aille chercher bac plus 2, bac plus 3, qu'on forme spécifiquement sur certains sujets. Et je l'ai proposé de le faire en alternance. Chose que je ne savais pas alors, et que m'a rappelé il y a quelques années Philippe, c'est qu'en fait, à l'époque, Capgemini n'utilisait absolument pas l'alternance en termes d'outils d'intégration. En moins de 2 ans, puisqu'on a commencé en 2007, les classes Capgemini, en moins de 2 ans, ça a eu un tel succès, et succès commercial, de productivité, mais aussi au niveau des équipes qui accueillaient les alternants, parce qu'ils disaient, mais t'es handicapé, toi? Parce que 80% des handicaps sont invisibles. Et oui, il y a eu des adaptations à réaliser dans certains cas, mais pas nécessairement partout, et pas nécessairement surtout. En revanche, il y avait une volonté de faire, une motivation, une énergie, et une compétence justement manquante qui permettait de vendre des produits. Donc, il y a eu plusieurs accès qui ont confronté les directions à dire, mais ouais, ça marche bien le truc. Et ça a tellement bien marché qu'en moins de 2 ans, la direction générale a dit, mais l'alternance, on n'a jamais fait jusqu'à présent, on processe. Et ils ont, en 2009, posé le process pour l'ensemble du groupe de recruter via l'alternance.
Alors ça, c'est déjà une belle victoire. Pour moi, ça a été un élément marquant de ma carrière. Hein. Mais la plus belle victoire qu'il y a derrière, c'est tous les effets induits. Parce que qu'est-ce que ça a changé chez Capgemini, ce process nouveau? C'est que Capgemini, qui avait une image particulièrement déplorable quand même sur le monde du travail à l'époque, où les mots qui la qualifiaient étaient plutôt une entreprise qui était marchand de viande. Au niveau des jeunes diplômés, ce n'était pas sexy d'intégrer ce genre de groupe. Mais le fait d'aller engager une procédure, une action généralisée sur l'alternance, ça demande à chacune des business units d'aller rencontrer leur écosystème universitaire d'école dans leur domaine, de parler, de présenter le Capgemini, leur mission, de se faire connaître. Résultat, depuis une dizaine d'années, Capgemini, qui avait une image de marque employeur assez déplorable, ça s'est largement amélioré. Et pour preuve, et là, c'est pas moi qui le dis, mais c'est les sondages qui sont faits régulièrement par les sites emploi, dans l'attractivité employeur, Capgemini se situe depuis une dizaine d'années toujours dans les 5 premiers. Donc là, c'est un premier chiffre qui caractérise. Deuxième chose, c'est qu'au niveau de la mission handicap, qui était de 2 personnes quand j'ai commencé à travailler avec eux en 2007, aujourd'hui, ils sont 45. Et Capgemini n'est pas une entreprise philanthrope. Il y a du sens au niveau de la direction, parce que Paul Hermelin est lui-même concerné, qu'il a une enfant qui l'est tout autant. Donc, il l'a fait aussi parce qu'il était concerné, mais pas seulement. Le résultat, c'est qu'il y a une rentabilité au-delà. Cette rentabilité, elle va être financière, on l'a vu tout à l'heure au niveau DAF, au niveau commercial, l'attractivité client. Elle va être aussi fonctionnelle, au niveau justement de l'accueil de compétences différentes et de capacités justement de sourcing étendues, parce que ce qui bloque aussi au niveau du recrutement, c'est bien souvent les managers opérationnels qui se disent, comme on l'évoquait tout à l'heure, ouais, mais déjà j'ai du mal à recruter, je ne vais pas en plus m'emmerder avec un handicapé, c'est du temps en plus, il ne sait pas faire, il ne sera pas dispo, et ceci et cela. Toutes les représentations. Comment on change les représentations en travaillant sur l'intelligence émotionnelle et sur la compréhension ensuite technique de ce qui est au sein de ce mot handicap. Là, je vous ai parlé de l'histoire du mot et de ce qu'il contient en termes de représentation négative et qu'on a encore aujourd'hui, consciemment ou pas. Mais au-delà du mot, il y a aussi la technique. Ça fait partie effectivement des éléments abordés pour pouvoir construire quelque chose de cohérent, en partant toujours de soi, de son besoin, de ses limites et de ce que l'on vise. Voilà pourquoi ce qui évalue en fait la formation, c'est un plan d'action opérationnel. Et est-ce que c'est ce qui est attendu des entreprises actuellement de donner du sens comme ça? Parce que la nouvelle, alors je sais plus à quelle lettre on est, je suppose qu'on a dépassé la génération Z. On est quoi maintenant? On est revenu au début de l'alphabet, c'est alpha, bêta, gamma, je sais plus. C'est 3 petits points. Mais est-ce que les nouveaux, parce qu'en fait, on a quand même énormément de mal. Enfin, moi, je travaille dans une entreprise où on recrute des jeunes. On a quand même beaucoup de mal à les garder, les fidéliser. Est-ce que c'est ça qu'ils attendent d'une entreprise? Alors, est-ce que c'est du sens? Est-ce que c'est bon, évidemment, ils sont attachés à des valeurs. Est-ce que la marque employeur, ça se bon, évidemment, ils ont envie d'une belle marque, ils ont envie de belles valeurs. Est-ce que référent handicap, c'est quelque chose qui va leur parler? Est-ce que c'est suffisamment connu pour leur parler? Pas. Alors non. Mais c'est un outil. En fait, pourquoi j'ai créé le label? Justement pour attirer l'attention. L'attention, et comme je l'explique régulièrement, ça ne sert à rien d'avoir le label s'il n'y a pas de cohérence derrière, d'où le plan d'action. Donc, c'est-à-dire que et c'est bien le drame d'ailleurs dans la communication généralement des entreprises, c'est qu'on fait plein de grandes choses, ou on promet plein de grandes choses, mais dans les faits, il y a un décalage énorme entre ce qui est en vitrine et ce qu'il y a en magasin. L'idée, là, c'est de s'appuyer au-delà du signalement, c'est pas pour rien que c'est en rouge, au-delà du signalement, c'est d'aller décrire en appui qu'est-ce qui est mis en œuvre, qu'est-ce qui est projeté, qu'est-ce qui est réalisé, pour donner du sens, de la preuve. Parce que le sens, en fait, on peut avoir du sens, une envie, une projection de soi-même en se disant, ouais, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire, ceci, cela. Sauf que si ce n'est pas posé pas à pas par rapport à des actes, par rapport à la conscientisation, de la réalisation, ça n'a pas beaucoup de sens pour le coup, puisque ce n'est pas réalisé, ou même en cours de réalisation. Et donc, quand on a effectivement le référent handicap, aujourd'hui, personne ne sait ce que c'est, très honnêtement. Enfin, quand je dis personne, c'est une très, très large. À part ceux qui travaillent dans un centre de formation, parce que là, c'est obligatoire. Oui, on sait et encore même là, on sait ce que c'est parce que c'est obligatoire. Et c'est bien le drame, parce que justement, on n'en connaît ni les besoins ni les missions. Nombre de formations dont le titre est le référent handicap, qui n'est que la partie droite, c'est-à-dire le handicap, la technique, la procédure, ceci et cela. Moi, ce n'est pas ce que je développe le plus. Parce que c'est certes utile, mais ça ne sera utile qu'à un moment donné. Et c'est là tout l'art et la manière de savoir effectivement se projeter par un plan d'action concret qui nous ressemble,
parce que petit à petit, et d'apprendre à aller chercher l'information là où elle est et quand elle sera nécessaire. Et je vais plus aller chercher une méthode agile, transmettre cette méthode d'investigation, de capacité de recherche et de construction, parce que le plan d'action opérationnel qui est issu de la formation, c'est que le premier. Il va s'enrichir, il va se développer, il va se renouveler régulièrement au fur et à mesure des étapes franchies. Et là où aujourd'hui, pour répondre à ta question en termes de marque employeur, la marque employeur ne prendra de la valeur que par les faits. Je reprends l'exemple de Capgemini. Certes, ils ont été présentés auprès des entreprises, des universités, des écoles, leur rôle, leur mission. Mais qu'est-ce qui a fait que petit à petit, la marque employeur a évolué? C'est qu'il y avait corrélation entre ce qui était présenté et ce qui était vécu. Et que dans les milieux justement étudiants de sortie d'école, des carnets d'anciens étudiants de la même promo et ainsi de suite, bah, il y avait effectivement des retours, des discussions, des échanges qui se faisaient. Et ces échanges ont nourri justement cette image. Donc, tant il peut y avoir l'effet d'annonce, et nombre de grands groupes aujourd'hui font même au-delà des annonces, ils font même des actions particulièrement puissantes, mais clinquantes. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ils engagent d'énormes... c'est du handy-washing? C'est pas du handy-washing nécessairement, ils ont de vraies idées, de vrais projets, mais ça concerne l'extérieur. Combien d'entreprises aujourd'hui sont en décalage entre ce qu'elles promettent à l'extérieur et ce qui est vécu en intérieur? J'ai travaillé énormément, quasiment avec toutes les banques, et j'ai fait un gros boulot avec la Caisse d'épargne, notamment. Je travaillais quasiment avec toutes les caisses d'épargne de France. Et il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, j'ai discuté avec un directeur d'agence, justement, de la Caisse d'épargne sur le Gradignan, et qui me disait que c'était une catastrophe pour pouvoir faire recruter une personne en situation de handicap parce que leur process interne était inadapté. Ce qui veut dire qu'entre ce qui est décidé, même sur les régions, même sur les directions générales, s'il n'y a pas de transmission complète, avec une réelle interrogation des équipes, ce qui est en train de changer de plus en plus. Et justement, c'est une attente des jeunes générations, mais aussi de tout le monde, d'être reconnu. S'il n'y a pas cette descente régulière d'échange d'informations, et plutôt que d'être dans le pyramidal, d'être effectivement sur une véritable interaction, une reconnaissance de l'un et de l'autre par rapport aux attendus de l'un et de l'autre, bah, ça s'effrite, ça se diminue, et c'est là où le sens n'est plus. Et les démissions, pourquoi elles ont lieu depuis 2 ans? Pour une bonne et simple raison, c'est que le confinement nous a positionnés pour une très très grande majorité devant mais pourquoi je bosse? Alors pourquoi en un mot et pourquoi en 2 mots? Le métro boulot dodo, c'est moins tendance quand même. Il y a une nécessité de travailler, il y a une nécessité de gagner effectivement de quoi subvenir à ses besoins, mais en même temps, on voit avec la restauration, ils n'arrivent plus à recruter. Ils augmentent pourtant les salaires. Mais quels sont ceux qui réussissent à recruter alors que globalement, le secteur n'y arrive plus? Bah parce qu'ils y amènent de l'écoute, de l'échange, du dialogue, de la preuve, et qu'entre ce qu'ils évoquent lors de l'entretien et ce qu'il se passe lors de la prise de poste, il y a une cohérence, et il y a du sens. Entre ce qui est évoqué et ce qui est vécu, et c'est ça qu'il est important de prendre en compte, de mettre en lien, et le handicap permet de le faire aussi. De remettre du sens au travers ne serait-ce que par le fait de l'accueil du handicap, ça donne une image, et ce n'est qu'une image de départ. Mais si après la personne elle-même est accueillie réellement, elle va être l'ambassadrice à l'extérieur de ce qu'elle vit à l'intérieur. Elle va donc petit à petit déployer une marque employeur par sa seule communication. Et si cette communication est multipliée par rapport à ses collègues qui se rendent compte qu'on a une personne en situation de handicap vachement efficace, on s'adapte à elle, elle s'adapte à nous, on trouve des moyens, on n'est pas dans la confrontation, mais on est dans l'émulation. Ça, je sais que ça te parle, Noël. Et ben du coup, il y a la personne elle-même qui est concernée par là où les déficiences, mais il y a aussi son entourage, concerné ou pas eux-mêmes, mais qui vont se rendre compte que l'image qu'ils en ont, en fait, qu'ils en avaient plutôt, en fait, ça se passe plutôt bien. Il y a une enquête HFIP qui a positionné que 93% des employeurs qui avaient fait confiance à des personnes en situation de handicap dans l'embauche en étaient satisfaits. C'est pas négligeable. Non, mais c'est sûr. Moi, je suis convaincue. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes handicapées et c'est des personnes hyper volontaires de toute façon. C'est des gens qui veulent travailler, donc ils se donnent à fond. Alors, comme tout, ce sont des personnes avant tout. Et quand je parle de personnes handicapées, j'aime à rappeler justement qu'il y a d'abord personne. Ce sont des personnes. Donc, comme tout, on parlait de la connerie tout à l'heure, je crois. Il y en a aussi.
Et donc, moi, je suis convaincue que pour moi, le rôle du référent handicap il correspond tout à fait à nos postes en fait. Pour moi, c'est vraiment un poste, que ce soit office manager, même s'il t'écorche le mot, les oreilles, Josette, assistante ou assistante de direction ou quel que soit le mot. On a vraiment nos métiers, ils sont vraiment au cœur des entreprises. On est vraiment l'interface de tous les services, et c'est vraiment, pour moi, c'est pour ça c'est vraiment le type de poste le type de mission ou de rôle, parce que pour moi, c'est pas un poste référent handicap, c'est vraiment une mission ou un rôle supplémentaire qui nous permet de nous valoriser, de valoriser notre employabilité et justement de reprendre un peu le pouvoir sur nos missions, d'en rajouter, de montrer qu'on est capable et qu'on peut être proactif, qu'on peut proposer des choses à nos employeurs, mais surtout, qui se justifie par la place qu'on occupe dans les entreprises. Parce que les gens viennent, quand on est une bonne assistante, parce qu'on n'est pas toute bonne, on va pas se leurrer non plus sur les 4 millions, on n'est pas 100% bonne, les gens, ils viennent naturellement vers nous, en fait. Et c'est plus facile d'échanger avec quelqu'un avec qui on se sent bien. Et je pense que c'est le genre de mission sur lesquelles on échange plus facilement. Donc, voilà. Et il y a une autre variable aussi qui peut renforcer encore l'idée de... je vais peut-être vous faire bondir, mais généralement, votre poste est plus vécu comme un centre de coût qu'un centre de profit. Non, mais ça, tu prêches aussi des convaincus. Je pense que Josette va sauter au plafond, mais elle est tout à fait d'accord avec. C'est malheureusement le problème. Non, Josette, t'as pas ton micro, il est coupé. Ça fait des années que je suis scotchée au plafond. Bon. Et bien justement, les travaux de Fayol me tapent sur les nerfs. Quand je vais arriver là-haut, je vais lui dire 2 mots à ce mec-là, tu vois. Fayol, c'est qui? Ouais, Fayol, 19e siècle. Nous sommes considérés comme des improductifs. Ah oui, c'est pire encore. Mais justement, c'est valorisé au travers des missions du référent handicap, parce que là, il y a des items les fameux KPI. Ah non, mais ça, ça m'énerve, les KPI. Voilà. Là, au niveau du référent handicap, ce sont quasiment effectivement des missions similaires, parce que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Noël, mon idée, c'est pas de faire en plus, c'est de faire avec. Et déjà, nombre de choses sont déjà posées, il suffit juste d'ouvrir un peu plus le regard pour pouvoir inclure la diversité, le handicap, mais plus largement encore, comme t'en parlais, Josette, tout à l'heure avec Abdel. Mais l'idée, c'est que le référent handicap, il a ses missions qui sont identifiées, mais qui vont générer, j'aime pas le dire comme ça, mais c'est une réalité, générer du cash pour l'entreprise. Pour le moment, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais quand on embauche une personne en situation de handicap, on touche des sous. Ah, mais clairement. Est-ce que c'est encore valable cette année? Alors, c'est toujours valable. À minima, par embauche, c'est 3 000 € par personne. Oh, ça a diminué. Oh, ils sont pas sympas. À minima. Après, il y a toutes les aides compensatrices par rapport à l'environnement de travail, par rapport à l'accompagnement. Oui, non, mais je te parle de l'aide principale. L'année dernière, c'était 8 000. Oh, mais c'est pour ça que je parle de la minimum. Ça dépend en fait des votes. Elle était, je sais pas. Ils ont diminué. Il y a de fortes chances. En une période électorale en même temps. Donc il y a effectivement ces fameux critères de financiers qui vont là, parce que le référent handicap gère aussi cette partie-là, va pouvoir démontrer les gains financiers et de marge pour l'entreprise. Ce qui est plus difficile, et là, je ne connais pas suffisamment votre métier, donc c'est sous votre contrôle, mais ce qui est plus difficile dans votre métier au quotidien. Or, je te rejoins, c'est effectivement bel et bien des missions très, 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 très proches. Ah oui, pour moi, oui, c'est très proche. Et l'avantage, c'est que les gens se confient plus facilement à une assistante que ils n'iront pas voir un responsable RH. Pour moi, ils ont il y a moins de confiance et de... Il y a moins de confiance, mais ça reste quand même une habitude. Généralement, les référents handicap, c'est dans la DRH. Oui, je sais. Voilà. Mais tu vas moins facilement aller voir un responsable RH. Voilà. C'est intéressant ce que tu viens de dire, Benoît. Les référents handicap se situent en règle générale plutôt dans les RH. Ce qui peut expliquer pourquoi c'est mal connu. Aussi. Voilà. On a un gros boulot à faire, les filles, là. Hein. Mais oui, c'est clair. Alors, Benoît, soyons pratico-pratiques. Je m'appelle Magali, je suis secrétaire. Je suis secrétaire. Ça n'existe plus, les secrétaires. Je suis secrétaire dans ma société au fin fond de la Lozère. C'était quoi ta société? Tu es secrétaire. Voilà, je suis secrétaire dans une société au fin fond de la Lozère.
il y a 67 personnes dans mon entreprise. Je suis la secrétaire de direction de la société et puis j'ai entendu parler de ce référent handicap et puis moi, ça m'intéresse bien parce qu'il se trouve que dans ma famille, j'ai une personne handicapée et puis j'y suis sensibilisée. Est-ce que tu penses que je suis capable, étant la secrétaire quand même du patron de la boîte, d'être le référent handicap pour tous les métiers de mon entreprise, tout en sachant que dans mon entreprise, il y a des comptables, il y a des personnes, il y a des techniciens, il y a des ingénieurs, il y a des commerciaux. Est-ce que tu penses que je suis capable de tenir cette mission, ce rôle? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour devenir référent handicap? Concrètement, tu vois? Parce que vraiment, ça m'intéresse. Je suis passionnée, je veux faire quelque chose, je veux donner du sens à ma vie. Et là, je considère que j'ai un rôle à jouer. Alors, qu'est-ce que je dois faire concrètement là? Quelles sont les premières actions que je dois lancer? À part aller voir mon patron et lui dire « Je viens d'avoir une idée géniale, chef, on va recruter plein d'handicapés. » Il va s'écrouler sur son fauteuil, mais comme il me connaît, il ne sera pas étonné. Oui, c'est ça. Alors, déjà, je vais répondre à la première question. Vas-y. Oui. Donc ça, c'est fait. Je peux. Mais complètement. Non, parce que je te pose la question qui peut paraître comme ça anodine, mais moi, les métiers, les techniciens, par exemple, qui interviennent sur des machines agricoles, par exemple, leur métier, je ne le connais pas du tout, tu vois. Donc, il va me falloir à côté de moi un référent, technicien, qui m'explique le métier. Tu vois ce que je veux dire, Benoît? On a parlé dans les capacités et les attendus, justement, du référent handicap, d'être dans l'écoute. Oui, non, attends, entre écouter ce que va me dire mon collègue super pro, techniquement parlant, et comprendre ce qu'il va me dire et identifier les besoins, il peut y avoir le gouffre du Grand Canyon entre les deux, tu vois. Voilà. Mais complètement. D'où la nécessité d'apprendre à écouter. Dans l'écoute, il y a écoute et reformulation pour aller justement vers la compréhension. Attends, Benoît. T'as pris la secrétaire la plus neuneu de la Terre. Non. Ça y est, non, c'est tout à fait cohérent ce qu'elle est en train de dire. Il y a des métiers, Benoît, je suis absolument désolée. Moi, je vais prendre l'exemple de mon fils aîné, tu vois. Il m'explique son métier. J'ai quand même ce qu'on appelle une ouverture d'esprit. Je suis quand même plutôt Jean-Claude Van Damme, plutôt aware. Je comprends 20% de ce qu'il me dit, tu vois. 20%. Et encore, je suis content. Quand je suis à 20%, je suis contente, tu vois. Parce que c'est tellement technique que je perds pied au bout d'un moment. Voilà. Et puis, la question, c'est est-ce que tu as besoin de comprendre son métier ou est-ce que tu as besoin de comprendre les besoins? Oui. Pourquoi? Est-ce que tu as juste besoin de comprendre les attendus? Parce que j'ai besoin d'identifier impérativement par rapport au fait que je suis référent handicap, on est toujours d'accord, hein, Benoît. J'ai besoin d'identifier la personne qui ne pourra jamais embaucher, même si la personne est hyper intéressante et tout, mais elle a un handicap tel que malheureusement, ça ne pourra pas coller avec le métier. Tu vois, donc là, j'ai besoin de comprendre. Alors, déjà, c'est clair ce que je raconte, Benoît, là? Je comprends, oui, et je rejoins ce que dit Noël. Il n'y a pas besoin déjà d'être expert, parce que chacun a son métier, déjà. En revanche, être capable de pouvoir être dans l'écoute, oui. L'écoute, ce n'est pas simplement être à la place d'eux, c'est être à l'écoute du besoin de l'autre. C'est-à-dire que tu peux ne rien comprendre à ce que fonctionne, à ce que fait la personne, et c'est là où justement, déjà, dans quel cas on va situer. Est-ce que je suis en phase de recrutement? Est-ce que je suis en phase d'environnement de travail? Est-ce que je dois faire évoluer l'environnement de travail? Ces choses-là, la personne va être capable de pouvoir te dire ce dont elle a besoin. Elle va bien sûr te parler de son métier, mais tu ne vas pas suivre toute sa formation ni son expérience professionnelle pour chacun des postes. On est d'accord là-dessus? D'accord. Donc, être capable, oui, de pouvoir recevoir les attendus. Se rappeler surtout qu'un référent handicap n'est absolument pas un expert du handicap. On est d'accord. Il est là pour recueillir les informations et coordonner les informations, on l'a vu dans les différents services, coordonner en fonction de ce qui lui est livré, qu'il va aller chercher lui aussi. Et surtout, le référent handicap ne va pas faire seul. Ce n'est pas parce qu'on a un référent handicap que tout doit lui coller dans les pattes. D'accord. Il va, lui, et c'est ce que je positionne comme l'un des éléments forts pour moi au niveau du référent handicap, non seulement il est capable d'écouter, de synthétiser et d'analyser, mais il va surtout être capable de former. C'est-à-dire qu'en fonction des cas vécus, et on va revenir au cas de la personne qui effectivement, visiblement, a une déficience telle qu'elle ne sera pas compatible avec le poste, mais dès lors qu'il y a eu effectivement écoute et échange avec la personne, je te souviens de ce que je disais tout à l'heure, j'ai mon contexte, je suis expert métier, donc, et en face, je suis expert de ma vie. Si j'ai envie de faire ce métier, déjà, j'en ai l'appétence.
Donc, je saurais m'investir dans le métier, donc je saurais en parler, je saurais me projeter, et de par mes compensations déjà réalisées, je saurais voir, à mon idée, ce qui est possible. Et donc, présenter ces possibles à la personne qui est experte du métier. D'accord. Donc, oui, le référent handicap, il est dans son rôle d'abord un référent. Il va être capable de pouvoir recevoir les informations, de les analyser et d'orienter en fonction. Il va être aussi capable de pouvoir construire un réseau externe et interne. Alors, interne avec les différents services, savoir parler, échanger, être disponible pour pouvoir comprendre les besoins et les limites de chacun. Mais aussi externe pour pouvoir capter ce qui peut être une solution ou des solutions par rapport aux situations vécues, que ce soit des situations de recrutement, encore une fois, d'environnement de travail, et ainsi de suite. D'accessibilité, que ce soit accessibilité physique ou numérique, parce que les deux champs s'investissent. Donc, par rapport à ta secrétaire dans le... De direction dans je sais plus, le Limousin. Je ne sais plus où, dans le Limousin, voilà. Elle a toute la notion déjà parce qu'elle est sur un poste clé. Ça, on l'a vu tout à l'heure. C'est ce que je vous ai exprimé entre le parallèle entre le référent handicap et l'office manager. Elle connaît les métiers, elle connaît l'environnement. Elle connaît l'entreprise surtout. Elle connaît l'entreprise. Et donc, elle voit déjà ce qui peut être amélioré tout de suite, ce qui peut être, dès lors qu'elle a la formation, ce qui lui manque, de quoi elle a besoin, de savoir en fait où elle met les pieds dans cet environnement. D'accord. Donc, tu as répondu à ma première question. C'est très bien. Deuxième question. Que dois-je faire pour? Ouais. Alors, déjà, savoir à quoi ça correspond un référent handicap. Donc, le programme. D'accord. Il y a à comprendre les 12 missions du référent handicap. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est aussi de se comprendre soi. Donc, on investit sur 2 sujets, le DISC, qui est un outil que j'ai découvert il y a quelques années et que j'adore. Ça vous parle? Normalement, certaines d'entre elles, ça devrait leur parler, parce qu'on a fait déjà une formation, mais elles ont peut-être oublié un atelier. Définir sa personnalité au travers de 4 couleurs. Pas la personnalité, très chère, le comportement. Le comportement, tout à fait, autant pour moi. Mais en fait, pourquoi j'aime beaucoup le DISC, qui reste pour moi un outil en fait en instantané. Il permet en fait déjà de faire le lien avec les émotions et de pouvoir simplifier la compréhension de soi et de l'autre. Il y a plusieurs systèmes. Tu connais, toi, Josette? Oui. Et donc, il y a plusieurs systèmes comme l'énéagramme, Processcom, le MBTI, qui sont certainement plus répandus en termes de notoriété. Mais s'ils sont très bons, d'ailleurs, le DISC est issu du MBTI, s'ils sont très bons, ils sont particulièrement complexes à mettre en œuvre au quotidien. Or, je trouve que le DISC, lui, il est beaucoup plus accessible. Donc, ça reste un outil. L'idée, en fait, dans le démarrage de la formation, c'est vraiment ça, c'est de travailler sur soi. De travailler sur donc, sa propre représentation, puis commencer aussi à travailler sur ce que sont les émotions et comment gérer ces émotions. Donc ça, c'est les 2 premiers modules. Tu vas nous passer vice-versa? Une partie, oui. 2h30, ouais, ça va. Non. Alors ensuite, on va bien sûr rentrer dans la technique. Ce que je vous ai déjà un petit peu fait aujourd'hui, c'est-à-dire parler de ce qui pose le terme du handicap, ce qui représente, ce qu'il y a derrière. Donc, je vais lui donner les 2 grosses valeurs, mais après, il y a toute l'évolution légale aussi dans les termes qui est juste succulente et qu'on va aborder pour comprendre justement les constructions de la loi et pourquoi on en est arrivé à ces lois d'aujourd'hui. On va travailler aussi sur ce qu'est la gestion administrative et financière. Alors, je ne vais pas vous apprendre à faire de la gestion administrative et financière dans le domaine du handicap, mais à découvrir quels sont les impacts de cette gestion administrative et financière issue de la loi. Qu'est-ce que ça engage pour l'entreprise en termes de quotas, en termes de rémunération, en termes de contribution, et ainsi de suite. Ensuite, on va travailler aussi sur… Non, ça me fait penser qu'il faut que je déclare mes heures sur Silay. Bien, n'oublie pas. Ensuite, on va travailler aussi, on en parlait tout à l'heure, je sais, par rapport au cas que tu m'exposais, le réseau. Alors, il y a le réseau interne, savoir effectivement communiquer en interne, on a déjà évoqué ça tout à l'heure, mais aussi à l'externe. Et à l'externe, il y a des bases à connaître, bien entendu, mais savoir aussi construire ce réseau de proximité. Tout autant, et LinkedIn pour moi est une plateforme juste fabuleuse pour ça, tout autant qu'un réseau virtuel, là pour le coup, pour la plupart, mais qui est une source d'information juste gigantesque, autant savoir justement s'en servir pour pouvoir capter ce qui est nécessaire. Et notamment, pour ta secrétaire, Josette, être toujours à même de pouvoir capter l'information qui lui fait défaut. Et plus rapidement que dans ce qu'elle peut avoir en immédiateté par ailleurs. Donc, il y a aussi la veille par rapport à tout ce qu'on a mis en place. Le plan d'action, en fait, c'est ce qu'on vise au niveau de la formation. Que chacun va avoir son propre plan d'action. Et là, pour chacune des sessions, les provenances des personnes qui la suivent, en fait, est très hétéroclite. Et c'est ce qui en fait la richesse. Quand je parlais de diversité tout à l'heure, justement, on attaque aussi toute cette partie de formation avec l'objectif de faire son propre plan d'action, mais on va devoir surtout le présenter aux autres.
par petits groupes. Mais on va devoir conscientiser, poser petit à petit, au fur et à mesure de chacune des sessions, ce qui a du sens dans les actions que l'on veut mener pour, au fur et à mesure des éléments qu'on acquiert, les inclure dans les actions de tous les jours, mais aussi savoir le présenter aux autres et en avoir le retour. Qu'est-ce qu'ils en comprennent? Comment eux feraient à votre place? Du coup, ça donne des idées, ça donne parce que je ne sais plus quel philosophe, si j'arrive à retrouver un jour, j'en serais super content, mais il y a un philosophe qui a dit qu'une idée ne vaut qu'à compter de la deuxième. Et c'est tout l'intérêt, justement, de commencer à bâtir un plan d'action et de le soumettre, de le présenter aux autres. Alors, par petits groupes, c'est plus aisé parce que, justement, la parole est plus directe. Mais du coup, ça permet de revoir à plusieurs reprises, parce qu'il y a beaucoup de travaux, c'est assez vivant comme formation, de pouvoir conscientiser et de pouvoir recevoir aussi de la part de ces pairs l'idée que l'on a évoquée, comment eux la comprennent, comment eux la conscientisent. Et donc, c'est l'objectif qui va se construire petit à petit et qui va être émaillé par plusieurs étapes. Alors, ces étapes, il y a 8 séances qui se font en ligne, donc tel qu'on est là, où il va y avoir des présentations de ma part, mais aussi des exercices à réaliser en groupe ou des exercices individuels. C'est-à-dire que ça bouge, il y a beaucoup d'échanges et j'adore le partage, donc autant vous dire que ça cause. Mais en théorie, c'est effectivement 2h30 et il y a 8 séances qui sont dédiées à ça. Ensuite, il y a aussi une compréhension de certaines notions. Donc, j'ai créé en fait des modules e-learning où vous êtes complètement autonome pour découvrir chaque famille de déficience. Alors, c'est quoi un module asynchrone? C'est un module où vous êtes complètement libre de le faire quand vous voulez et comme vous voulez. Il y a un questionnaire à l'entrée, il y a des vidéos, il y a du contenu aussi par rapport à chaque famille de déficience. Et enfin, il y a une évaluation à chaque module qui vous permet de vous situer par rapport aux apprentissages. Donc, cette évaluation de fin de module, elle va reprendre tout ce qui a été vu, bien entendu, dans les vidéos, donc il vaut mieux les lire en complet, mais aussi dans les contenus que je vous délivre. J'ai essayé de le faire de la manière à ce que ce soit le plus dynamique et le plus souple possible. Et enfin, surtout, le plan d'action qui va être construit et que vous allez faire grandir petit à petit pendant tout le mois que dure la formation, et ben, ce plan d'action, on va le faire finaliser ensemble. C'est-à-dire que vous allez le terminer et je prendrai 1 heure, voire 1 heure de plus, pour faire un état des lieux par rapport à ce que vous me présentez. Et comme j'ai toujours un truc à dire, c'est pour ça qu'il y a une 2e heure, c'est de vous permettre justement d'approfondir le sujet en fonction des éléments que vous avez posés dans le plan d'action. Et qu'est-ce qui va délivrer le label? C'est justement ma conviction que ce plan d'action, vous allez le mettre en œuvre. Et donc, en gros, quand vous me présentez le plan d'action, il va falloir aussi me le vendre. Me le vendre dans le fait que vous allez agir réellement. Parce que pour moi, c'est ce qui est primordial. J'aime que les choses, en fait, se concrétisent dans le réel. Alors maintenant, vous allez me dire, mais Josette, c'est bien beau tout ça, mais ça coûte combien? C'est quoi ce truc? Le tarif normal, c'est 2 500 € pour la formation. Et justement, avec Noël, il y a eu une négociation. Donc, il y a 2 créneaux qui vous sont ouverts. Donc, du 4 au 28 juillet, donc c'est la semaine prochaine. Là, on est à 790 € hors taxe par participant pour l'ensemble des choses que je viens de vous présenter. Et à partir du 6 septembre, et là, ça va être une nouveauté. Au lieu de le faire sur un mois, je l'étale sur 2 mois. Donc, à raison d'une séance de 2h30 par semaine en web class. Et donc là, on sera à 1 250 € pour vous au niveau du FMAS. Je vous ai tous endormis ou pas? Non, ça va aller. Non, moi je dors pas, je suis en train de construire mon billet dans ma tête. Là. Construire ton billet? Ouais. Billet de quoi? Parce que Josette, elle nous fait des superbes articles sur le site de la FMAS. Ouais. Donc là, elle est en train de l'écrire. T'as tout compris. Et il paraîtra en septembre parce que celui de juillet, il est déjà fait. D'accord. Question, Mister Benoît, tu es reconnu officiellement? Alors, je suis reconnu comme formateur, oui. Je n'ai pas encore pu passer Calliope par manque de finances. Oui, ça je m'en doute. Et puis en plus, bonjour le temps pour. Voilà, c'est ça. Alors par contre, oui, non, tout est prêt de ce côté-là. Et deuxième chose, au niveau de la certification, pour l'instant, ça s'appelle un label parce que la certification, ça prend du temps. Donc il faut d'abord que je passe Calliope. Deuxièmement, que je dépose le dossier qui est prêt là aussi à France Compétences. Et après, France Compétences va mettre entre 7 mois et 1 an. Voilà, c'est ça. Non, alors Marie-Bernadette, c'est pas éligible au CPF encore, ce sera après Calliope. Ce sera après la certification France Compétences. Oui.
Là, aujourd'hui, ce qui est accessible, si je passe par un de mes partenaires, parce que aujourd'hui, dès qu'il y a besoin de financement, ce ne sera pas sur le CPF, mais plutôt par rapport aux OPCO. Donc, c'est auprès de l'entreprise. Et donc là, ça ne change rien en termes de tarifs pour vous, c'est juste pour moi, où ils prennent 30% sur ce que je vous facture. Du tout. Oui. Roland est parti ou pas? Oui, elle a été déconnectée. Elle a dit qu'elle était, d'ailleurs, Rolande, elle est déjà référente handicap. C'est pour ça qu'elle m'intéresse bien, parce qu'elle est déjà référente handicap. Ouais. Moi j'ai une amie qui est référente handicap aussi. Et alors, j'ai toujours pas retrouvé, je suis désolée, par quel organisme elle est passée. Et elle était hyper déçue de sa formation. Et quand je lui ai présenté la formation de Benoît, elle m'a dit c'est dommage, si j'avais su, j'aurais fait celle-là, parce que elle n'a vu que du réglementaire, en fait. Elle n'a appris que toutes les obligations. Pardon les filles, je vais faire un petit peu de perso. Si je fais un billet que je te cite, Benoît, je ne veux rien vendre, hein, soyons clairs, je ne veux rien vendre. Mais est-ce que tu accepterais gratuitement, j'insiste beaucoup sur ce mot, de prendre en ligne ou de recevoir des mails de certaines personnes, alors certaines personnes, c'est plein de gens, bien sûr, qui pourraient te contacter et tu feras ton commercial après. Mais complètement. D'accord, on est là. Non, mais oui, non, mais Benoît, il fait toujours ça. Attends, non, mais Noël, tu me connais, moi j'aime bien. Oui, non, mais oui. Appeler un chat, voilà. Donc, je suis toujours très claire et transparente. Parce que je vais faire un billet sur le sujet, parce que référente handicap, moi, ça me paraît être. Pour moi, c'est vraiment un des trucs sur lesquels on peut avancer. Pour moi, c'est une évidence, parce que le métier lié au secrétariat assistanat, et on l'appelle comme on veut, le premier verbe, c'est servir. Voilà. Donc, si on n'a pas ça en tête, on ne fait pas ce métier-là. Donc, on sert la communauté et on sert et on s'occupe des individus.